Bonjour à tous, mon nom est Andrei Feher, je suis le directeur musical de l'Orchestre classique de Montréal et aujourd'hui j'ai un grand plaisir d'avoir deux super invités qui seront avec nous sur scène dans 2 semaines à la Maison symphonique à la Place des Arts le 5 octobre à 15 heures. Un concert très spécial, très particulier aussi, beaucoup de lumière, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à raconter. On va y aller peut-être brièvement. On va commencer avec Tara-Louise. Tara-Louise, qui est une violoniste de l'orchestre classique depuis quelques années. Beaucoup d'histoires avec l'orchestre classique aussi, mais énormément d'histoires avant ça aussi. Et juste peut-être nous mettre un peu dans le bain avec tout ça, d'où c'est parti, le violon, comment ça a commencé, pourquoi et comment on est arrivé à où vous êtes aujourd'hui. Alors, recommencer du tout début. Je ne sais pas combien de temps qu'on a aujourd'hui, mais alors, je joue du violon. Ça fait depuis que j'ai 3 ans et demi. Et c'est ça, je suis née à Ganawagi, mais j'ai grandi à Montréal. Et j'ai commencé à faire des cours de violon à un très jeune âge avec les petits violons. Et, euh, et ensuite, j'ai continué au conservatoire, puis l'université McGill, et ensuite ma maîtrise aux États-Unis à Northern Illinois University. Et là, présentement, je viens juste de commencer mon doctorat à l'université McGill, alors en violon, mais en composition. Alors, c'est quelque chose de nouveau que j'étais prête à aborder. Et c'est ça. Je veux faire des nouvelles œuvres, des compositions écrites de moi-même. Et je trouvais ça, j'avais pas assez d'outils pour faire ça. Mais c'est ça. Je suis très contente de commencer cette nouvelle aventure. Mais avec l'orchestre classique, ça fait déjà des années que je suis membre de l'orchestre. Et puis j'avais joué même d'ailleurs avec Boris pendant beaucoup d'années. Il a été un mentor très, très important dans ma vie musicale et un bon ami. Euh, et puis, alors je suis heureuse de pouvoir continuer et continuer son travail aussi avec l'orchestre en tant qu'orchestre de chambre, mais aussi euh, Boris trouvait ça très important de, à chaque année, faire ou bien un compositeur autochtone ou un artiste ou euh, présenter des pièces qui avaient des thématiques autochtones. C'était très important pour lui. Ça le touchait vraiment. Alors, je suis vraiment heureuse qu'on puisse continuer ça, surtout que maintenant, on a beaucoup plus de voix qu'on avait d'ailleurs. Et Et tant mieux, parce qu'il y a tellement, je trouve qu'il y a tellement une richesse, puis tellement quelque chose de plus, tout va vite aujourd'hui. Et je trouve on manque un peu plus de méditation et d'être entouré, de regarder par ceux qui nous entourent aussi. Puis je trouve qu'on prend pas le temps assez de respirer et d'être parmi. Comme, moi, je suis à Montréal, mais je suis à l'extérieur de la ville. Je suis entouré d'arbres et de champs aussi. Donc, ça donne une autre perspective aussi de ce point de vue-là. Um, I will change to our second guest, who is Cris Derksen today. What's interesting about what Tara Louise just said is that she's starting a doctorate in composition, and you know through the history of the entire musical history, composers were um, not just composers, but they could play their music, and they were usually players of one or many other instruments. And this is what you actually do as well, because we played together last year. So I know you better now. So I know you travel around the world with your story and your music as well, and it's quite impressive to see. Of course, you're coming from a different geographical part of Canada today. So if you can tell us about you and how you got into this, and especially making this bridge between the classical music and maybe some more electronic music as well, because you play with that a lot, and there's a lot of combining these traditions together. Yeah, totally.
My name is Cris Derksen. I'm originally from Northern Alberta, Treaty 8. I'm half Cree and half Mennonite. And the joke is I like to call myself a Creenanite. Um, but I've lived all over Canada. I grew up mostly in Edmonton. That's where I learned how to play the cello through the Edmonton Public String Program. So it was a very accessible way for my mother to get me into music, an affordable way. And then I lived in Vancouver for 12 years. I graduated with just a bachelor's of performance, knowing that I wanted to be really good at my instrument so I could write my own music. So, and originally when I started out, I was about taking the cello outside of the concert hall and making it more relatable. And I'm still fully into like making music relatable. But things that like have really influenced me is like always braiding the traditional and the contemporary over and over again to make my own sound and to make my own music. And so I do that like whether it's like braiding in, indigenous vocal bowls or indigenous sounds into my music, as well as braiding in, electronics and making the palette of the cello just so much more expansive and again relatable. So it's always been about, braiding the past and the present to create the future. Right. Yeah, and actually, it's interesting because we are, especially in the last century, classical music kind of got into different directions. And I guess with all the, I mean, mainly with all the political tensions, there's so much experimental things that came out of that. And you can actually feel that how many directions people try to go to, and some directions were not, let's say, the right ones, or the ones who were more natural for an audience, and just a Mhm. lot of experimenting how it, what's relatable with everybody else. So it's quite an interesting part of our history because it's just trying so many things and so many different things. And I guess it says a lot about what's happening around the world as well, because everything is so complicated. And there was one thing that I found interesting, and I don't know much about, and I think our audience would love to hear you more about this, because I was reading that you founded an Indigenous classical gathering at the Banff Center for Arts. And what's exactly, and what's happening in real life? What's exactly happening with this? Because it's a, Program? yeah, with this program. Totally. I think originally I started this program at the Banff Center because I realized I know a lot of Indigenous artists across all of North America, and I realized I didn't actually know my classical peers. We seem to be kind of siloed, and we don't like have that deep connection that I have with other folks. And I was like, we need to build this relationship, so therefore our network is stronger. Like we need to build ourselves and build our community. And so that essentially came out of wanting that relationship with other Indigenous classical musicians. And there's like quite a few of us, surprisingly. And that's how it originally started. There's like Jeremy Dutcher, Andrew Balfour, Ian Couson, like a lot of the hit names of Hmm. Indigenous classical music. Um, but it's grown into a really beautiful professional development program in which I can bring agents in, I can bring symphonies in to meet these up and coming classical Indigenous folks. And again, it's about like building that relationship, opening those doors and keeping those doors open within our field. I think there's a lot of times where larger organizations want to tell Indigenous stories and don't use Indigenous creative leads. Hmm. And so this was a way for me to be like, hey man, we have a great plethora of composers and performers, and if you want to tell Indigenous stories, let's use the people that actually should be telling them. Yeah. And it's quite, I mean, it's quite incredible because, as you said, we need that. And I guess it's easier this way to know where to look and where Mhm. to find answers, or where to ask questions, and, ask questions to the right people who can actually just direct us into the right direction and the right projects for the size of organization or for the way we are doing music. Because of course it's different
size and different music making around the country. So it's very interesting, and of course it just enriches it makes it richer, definitely. If I move to the more, maybe to the more specifics of the repertoire we're going to play, and moving back to Tara-Louise, euh, le concerto qu'on va jouer, en fait, tu as été à l'origine de ce concerto-là, en demandant au compositeur quelquefois. De ce que j'ai compris, ça n'a pas marché la première fois parce que le compositeur était soit pris dans d'autres commandes, d'autres créations. Et donc, ça a pris peut-être plusieurs téléphones pour qu'enfin le projet se passe. Mais c'est très intéressant parce que c'est moderne, mais ça date quand même de quelques années. Donc, ce qui est intéressant, c'est de l'avoir joué et de le rejouer. Et de vous l'avez déjà joué avec l'orchestre classique, mais aussi de le rejouer après plusieurs années aussi et de grandir à travers le concerto aussi. Euh, Si vous pouvez juste nous diriger un peu dans comment ça s'est passé, toute l'histoire de la création et de l'idée de base. Alors, l'idée, c'est que moi, j'avais fait vraiment beaucoup, mon entraînement, c'était en violon. Violon classique, c'était tout le répertoire traditionnel, le répertoire européen, même américain, mais j'arrivais pas à trouver des œuvres qui avaient des thèmes autochtones. Alors, j'ai décidé de commander des œuvres, d'approcher des compositeurs qui avaient les vrais outils pour pouvoir écrire tout ça. Je me faisais pas confiance, pouvoir le faire moi-même. C'est un peu pour ça que maintenant, j'essaie de cet autre trajet. Mais dans le temps, j'avais déjà commandé 2 œuvres de compositeurs canadiens et je voulais un concerto, une pièce avec orchestre symphonique, quelque chose de plus important, plus grandiose Mhm. comme œuvre. Et puis, j'ai demandé à Malcolm Forsythe parce que j'aimais beaucoup sa musique. Je trouvais avec son histoire, son histoire propre, il venait d'Afrique du Sud, il était devenu Canadien, il aimait beaucoup étudier les cultures, les autres cultures. Et puis, je l'ai téléphoné, j'ai dit, oh, j'aimerais bien que tu m'écrives une œuvre avec ces idées spécifiques. Et il a dit, ah, ben, je suis très, très, très occupée. Je pense pas que je vais pouvoir faire ça. Rappelle-moi dans 3 ans. Alors, j'ai marqué mon calendrier, comme tu sais, et puis j'ai rappelé 3 ans plus tard, et puis il était tout surpris. Il a dit, mais personne me rappelle. C'est juste parce qu'il voulait pas le faire, et il y avait d'autres travails, et il dit, non, non. Alors, là, ben, il a commencé à y penser. J'ai envoyé beaucoup d'enregistrements. On avait plein de disques compacts, et puis j'avais envoyé tout ça à Malcolm et des textes, des choses pour qu'ils puissent apprendre un peu plus sur les différentes cultures du Canada surtout et Mhm. autochtones du Canada. Et finalement, il dit, oui, je pense que c'est intéressant et d'accord, je vais le faire. Mhm. Mais là, ça a pris encore 5 ans que la pièce soit créée, soit terminée. Il y a eu un writer's block pendant longtemps et on avait même, la première était cédulée avec l'Orchestre symphonique de Winnipeg. Mhm. Euh, j'ai pas pu jouer la pièce parce que c'était pas prêt encore. J'ai joué d'autres choses, mais en tout cas, c'était enfin, ça a été beaucoup de travail et ça a donné naissance à cette œuvre de Trickster Coyote Lightning Elk. C'est un concerto en 4 mouvements et on a un mouvement de danse, un mouvement un aigle, un autre de l'ours introspectif et enfin c'est les Arrows, c'est un peu plus combatif le dernier mouvement. Et je trouve que c'est très, très bien réussi, cette œuvre-là. Ça représente tous mes mondes. Et puis, j'étais vraiment contente de pouvoir le jouer. Je l'ai joué aux États-Unis, je l'ai joué Mhm. aussi au Canada aussi. Et ça a été très bien reçu par tous les publics, par les publics en général, mais aussi par le public des Premières Nations Mhm. quand je l'ai joué. Alors, je trouvais que c'était quand même bon signe que c'est une œuvre assez accessible, Mhm. mais qui prend on met toutes les traditions musicales. Alors, c'est pas
c'est pas super moderne comme pièce. On a des thématiques qu'on entend très, très bien. Et, euh, et on a aussi des idées traditionnelles et des chants Mhm. traditionnels qui sont présentés. Et je suis vraiment contente de pouvoir jouer ça avec toi. Ça va être Ben une oui, ben première oui. qu'on travaille ensemble Oui. comme soliste. Et puis, ben, j'espère que tout le monde va aimer ça. J'espère que Ben, tu aimes ça oui, je pense en que oui, je regardant un pense peu que tout oui. ça. Et en fait, ce que je trouve fascinant, et je me demandais en fait comment le processus a eu lieu, parce que en lisant aussi le compositeur, comme vous dites, il est d'origine sud-africaine, et je me demandais comment on peut écrire ou sur quoi on se base, mais je savais pas en fait que vous lui avez envoyé des enregistrements ou des textes juste pour nourrir un peu l'imagination. Parce qu'aussi, ça fait penser à à plein d'autres compositeurs qui se sont inspirés de soit folklore de d'autres pays ou qui sont allés. Mon exemple le plus précis est Bartok qui est allé enregistrer des mélodies ancestrales qui sont pas écrites nulle part, mais que c'est des traditions orales aussi. Donc, et les mettre un peu dans la tradition dite classique. Et c'est fascinant le résultat que ça peut avoir parce que, comme vous dites, c'est pas un concerto moderne en soi comme on le perçoit, mais c'est quelque chose qui est très bien écrit. Euh, en fait, je pense que c'est aussi l'histoire que ça amène et les ressemblances à certains niveaux avec d'autres cultures où il y a, dans certains mouvements, on a des gammes ou des mélodies pentatoniques. Cet aspect-là revient avec d'autres cultures dans d'autres pays aussi. C'est quand même fascinant de voir que au final, quelque chose qui est plus profond dans les cultures, ça finit par se rattacher d'une façon ou d'une autre à travers le temps. Euh, Même si géographiquement, les choses sont très éloignées, donc c'est assez fascinant. Euh, et donc, on va peut-être y revenir brièvement parce que peut-être juste pour avoir quelques points plus spécifiques, qu'est-ce qu'on pourrait en écouter de différent ou de intéressant dans un concerto comme celui-là. Mais let's go back to Cris, because as I said, we played a piece together last year. Um, this one is a different one, but I feel there's kind of a philosophy very similar to what we played. Of course, what we played was a controlled burn, which is a more maybe a real, um, more a concrete story about how we take care of the environment and as you described it, just to make sure that we control the forests and the burn and um, everything that goes with it because it was a normal process and I think people don't know as much about it and we're more afraid because it's fire and especially with what's happened in the last years it's quite scary what's happening actually. So but this piece is a different one and it's more about the story, so I can let you now just say how it came to you and how you developed it. Yeah, totally. Okay, so this is called Spider Being, and how it came about is originally I was commissioned by Chamberfest in Ottawa, and my friend Carissa was like, "I want you to write a short piece about the circle." And there's so many different like indigenous images with around the circle, like the medicine wheel and then I was thinking about the dream catcher, and I was like thinking I was going to write a piece called Dreamcatcher TM and like talk about how dream catchers are now made in China, or not really made here anymore. And how it's, doesn't really seem like it's very pan-indigenous. Mm-hmm. That was like where I was going. And then I was doing a little bit more research and I was like, oh, wow, like even though I did have a dream catcher when I was growing up, it's actually they're Anishinaabe and they don't have any relation to Cree people. And I've got this really big book of Cree stories, Cree myths. So I was like, let's look about the web. Like, there's got to be something about the web and the spider.
And so, yeah, it turns out there's a whole creation story about the spider that relates to like the umbilical cord and the sky world and the earth world. And I was like, oh, that's super fun because then I can also like kind of riff off of a traditional like tarantella kind of feel, Hmm. like thinking about like the spider dance and yeah, so that's kind of how it came about. And just a quick uh the quickest story told the Derksen way is that there's two people in the sky world and they look down on the earth world and they're like, oh, the grass is really green down there. It's definitely greener on the other side of the fence. I really want to go down to the earth world. And the spider being's like, are you sure it's really nice up here in the sky world? And the two beings are like, no, 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 no. I really want to go down. Bring me down with your silk. And so the spider being is like, okay, I'll bring you down, but you cannot look out the basket. And humans being humans, of course, they looked at the basket and got themselves into all sorts of trouble. But this story is really just about the sky world and the spider being and like the desire to like want something on the other side of the fence that you don't really know. And also like there's that big connection through the umbilical cord and the sky world and like Mm. if indigenous mythology or indigenous ideologies, like we all come from the stars, so we all come from the sky, and like the correlation between the two is like what I was really digging. Right. Yeah, it's very interesting. And uh, the material as well is just what you use as well is there's the piece, but there's one moment in the piece that it's when you start playing with the loops and you Hmm. record and then you play over it. And it's kind of a very interesting effect because it's a mixture of things. You can actually create something over what you're playing, but at the same time you have to stick with what you just played Yeah, somehow. And it's a very I found it very interesting last year because it's kind of one of those that you have to be focused, so actually it can make things precise because it's once you played it, it's exactly as you played it, so it's just improvising over that. And I was wondering, is it, if you play this a few times, is it always the same thing, or how you improvise over the loops? I mean, the main loop is the same, but then I get free reign of like, and especially in this one, in Controlled Burn, it was more timed of when the orchestra came back in. But in this one, it's a lot more free, and I can just kind of feel it out of what I want to be done. And also, there is a moment for violin improv if you want to Yeah. join in, Tara, Hmm. in Oh, this I would love to. in Yes. this piece. Yeah, in this section, this is the whole idea of like the umbilical cord coming down. I will send you a link. And you can jam around if you want. But yeah, there's like such freedom in improvisation that I really love, and I love bringing that into the classical world because we're so rigid so often, and I love being able to bring that freedom that allows for more emotions and allows for more Hmm. space. Yeah. So that's why I included it. It does sound there's like a lot of similarities with Controlled Burn. I wrote this one first, and then brought some Yeah. ideas along into Controlled Burn. Yeah. But yeah, and like the other thing that's rad about loops and playing with larger ensembles is like we really have to listen, and it's like really about playing together and really listening to each other, and like it's like I do take the stick a little bit away from you in the way that I am in control and everyone has Yeah. to play with me. And it's like, it's such a beautiful moment when it all comes together, when we are playing all together and listening to each other so deeply. Yeah. Oh, and I mean, I must add something to this because we have the image of the conductor, right? And I think what you just said actually summarizes everything that a conductor should do, because uh, there's a point that everybody should listen to each other and making music together because it's more fun and it creates something more solid as well. But because it's we have this idea of being with the conductor, but that kind of doesn't mean anything really. And you if you do the music for one person, that's not great either. So it basically it's just kind of a chamber music idea.
Mm. And no, doesn't matter how many we are on stage, it's the same principle. You can be 12 musicians or 112. They just have to listen to each other and make that music together, because that's what's gelling all the everything together. Yeah. So it's very interesting, because it's, yeah, you won't take away from me nothing. It's just they have to listen to you anyway, loop or not loop. Yeah. And And so speaking about conductors, I'm just going to hop in. Malcolm Forsythe was my conductor in my first year of university at U of A when I was just a Oh, wee chicken. oh, Um, that's wonderful. yeah, He so was so nice. yeah. Yeah. wow, that's You very know, one of the thrills of him accepting to write this work for me was that I got to workshop it with him. Oh, And right. so Yeah. we spent like almost 2 weeks there, Mm. just working on the piece together and throwing ideas around. And that was just such an amazing experience for me. Something really rare for us classical folk to be able to work with a live composer and to actually have input is like almost unheard of these days. So, Yeah, unless it's like specific circumstances. But yeah, I have very, very fond memories of him. It was fun working with him to get this piece done. So totally. good. I mean, that's very interesting, because it helps. It's one of those that it helps the process to get it as interesting as possible, as challenging as possible, and just make the right decisions in order to make it easily playable. Because the goal for a composer at the end of the day is to compose something and make it um, as easy to be performed, but in a good way, just to actually, so we can live without you, Mm. so it just travels history. Because, we've all seen scores or parts that are so hard to read, and it just makes everything so complicated. And it can be simplified in many other ways, just by, I don't know, just Absolutely. also letting, I guess, trusting the musicians with the natural way of the music. That's also something that through history we everything got so precise and notated, Mm. Yeah. because you were talking about improvisation and freedom, and we're playing Mozart's 41st symphony, and those times were completely different, because there was a lot more improvisation, applauding, and the concert didn't exist as it does today. So it's kind of it creates a link in that perspective as well, because yeah, everything got so serious, and just so kind of a Cultural. ritual, a rigid ritual with the concert, which also I get in a way, because there's something, especially as I said, these days everything is so crazy busy, and going to we're bombarded with informations every second. So Mm. this kind of ritual, it creates at least 2 hours in our lives that just you have to sit down and listen and just play music, which we need that these days especially. Um, if Tara-Louise, juste peut-être un petit mot sur je pensais plus au niveau de la musique. C'est surtout au niveau des percussions. Je pense que c'est la couleur qui est plus facilement repérable, ou la couleur la plus facile. Aussi parce que de ce que je comprends aussi, les percussions et les tambours font partie. Il y a un aspect très spirituel et rituel aussi à ça. Donc, on l'entend souvent, et ça fait l'arche aussi entre le premier et le dernier mouvement du concerto. Donc, si on peut en savoir un peu plus, ou si est-ce que c'est spécifique à seulement une partie, est-ce que c'est quelque chose qui se relie à travers les nations aussi? Euh, Bonne question. Alors, je pense que oui, oui, les percussions sont comme omniprésentes dans beaucoup, beaucoup des cultures. Et puis, c'est ça, je trouve que ça donne, comme tu as dit, c'est le feeling spirituel, c'est la connexion. Pour moi, c'est la connexion entre le terre et le ciel, que mhm, ça relie tout. Et puis, pour moi, dans cette œuvre, c'est la percussion qui rend vraiment la sonorité
grounded et puis ça relie au long des 4 mouvements. Euh, Parce que même dans les mouvements lents, il y a des rattles, Mhm. il y a plein de sons qui sont pas nécessairement ce qu'on entend dans la musique classique traditionnelle. Alors, ouais, je pense que ça donne un bel effet, puis un beau feeling de connexion avec la culture. Mhm. Et aussi de préciser que ce qu'on va entendre, c'est une version un tout petit peu réduite comparée à la version pour orchestre. Ouais. Donc, on a une version pour orchestre de chambre que vous avez jouée en 2018, OK. 19 à peu près. Oui. Je me souviens Euh, pas de l'année exactement, mais mais ça ça a peut. été fait à l'orchestre, oui, oui. Et donc, c'est toujours. C'est ce que j'aime aussi des fois de la musique contemporaine, c'est souvent on crée beaucoup, mais on rejoue pas assez souvent. On joue une fois et c'est fait. Et donc, c'est toujours intéressant de voir comment une œuvre se développe et mature aussi avec les gens qui la jouent, parce que ça donne une autre perspective aussi, c'est normal, là. Oui. On a joué les Mozart, on les a joués, les symphonies les plus connues, on les a jouées tellement souvent que ça devient une seconde nature pour beaucoup d'orchestres qui ont ce répertoire-là dans le. Mais c'est vraiment important de justement de rejouer certaines choses parce que c'est la seule façon euh, c'est la seule façon pour avoir aussi autant les musiciens que le public de connaître et de reconnaître ces repères-là qui sont Mhm. pas nécessairement les mêmes que dans le répertoire qu'on connaît tous. Euh, Peut-être une petite note que bon, moi je trouve intéressante aussi. On aura la visite d'un groupe très spécial aussi au concert. Et je pourrais te laisser en parler aussi parce que pour être honnête, j'étais pas au courant qu'il y avait ce programme-là d'El Sistema en Kanawaki. Donc, c'est fascinant de pouvoir offrir la musique ou les apprentissages de la musique par la musique pour les tout petits parce que il y a rien de mieux, là. Oui, oui, c'est vrai. Alors, ça fait, je pense, 10 ans, peut-être, même pas 10 ans, 7 à 10 ans, que ce programme existe à Ganawari. C'est quand même tout nouveau. Et moi, vu que j'ai quand même de la famille là-bas, j'ai des amis, j'allais souvent, souvent à Ganawari quand j'habitais à Montréal pour jouer dans les écoles, pour jouer dans l'hôpital et rencontrer les enfants. Puis il y avait vraiment une belle réaction au violon, à la musique. C'est toute la création, hein. Mhm, C'est un peuple on a beaucoup d'artistes, si c'est musicien ou bien artistes visuels ou alors, c'est ça, ils ont commencé le programme Systema et maintenant ils sont dans l'école Cattery. Et ça fait depuis que je suis revenue à Montréal que j'y retourne. Et c'est ça, il y a quelques années, j'ai joué avec le groupe dans l'église à Ganawagi, mais ça a grandi. À chaque année, il y a plus d'élèves qui sont mhm. intéressés, puis c'est juste des cordes. Alors, il y a violon alto, violoncelle, contrebasse. Je pense qu'il y a une contrebasse cette année. Ah oui. Oui, mais ça a évolué. Puis cette année même, il a fallu faire un fundraiser pour acheter plus d'instruments pour les enfants, vu que ils sont allés de 35 à 62 à peu près enfants qui voulaient apprendre, puis il n'y Ouais. avait pas assez de violon. Alors, tout le monde a donné. J'ai un petit violon avec mon nom dessus. C'est vraiment le fun parce que les enfants sont tellement heureux, sont contents de pouvoir faire ça. Et alors, c'est ça, j'ai demandé à Tara si ce serait possible de Ben oui. faire jouer les enfants à un moment dans le concert. Je pense que ça va être dans le début de la deuxième Oui. partie. Ouais. Et ils vont jouer un peu de Beethoven. Et c'est la neuvième. Et c'est une pièce qu'ils ont préparée un peu l'année dernière, mais ils sont encore tout débutants. Alors, ça va être une belle expérience pour eux de pouvoir monter sur scène Ouais. avec des musiciens professionnels dans une vraie salle de concert extraordinaire. Ouais. Et je suis vraiment contente pour eux d'avoir cette expérience. Je suis contente que
que tout le monde va pouvoir observer ces petits-enfants qui ont un amour pour les arts, qui ont un amour pour la musique et qui sont passionnés de partager cet amour-là aussi. Ben oui, ben oui. Puis c'est le genre d'expérience qui reste avec nous pour le restant de nos jours parce que c'est tellement, c'est comme, c'est un peu intimidant, mais en même temps, tout est, oui, d'être sur cette scène-là aussi, c'est un bel endroit. C'est fait pour ça aussi. Donc, ça te donne une autre perspective. Donc, oui, quelle excellente idée aussi. Ça va vraiment être une expérience vraiment extraordinaire pour eux et pour nous aussi parce que je trouve que ça nous ramène aussi à la base de ce qu'on fait aussi. Parce qu'on, des fois, on est très pris dans nos problèmes de notes ou de technique ou de logistique. Mais des fois, sortir un peu et de se dire que c'est de la musique qu'on fait et qu'on doit la partager avec amour aussi et que ça soit le plus simplement et le plus bienveillant aussi possible. Um, in conclusion, if there's anything I forgot, and if there's anything you wish to share with our audience, just now is the right time, and otherwise, it's. I'm really looking forward to sharing your music with everybody in the hall. So if there's anything I forgot, just let me know. I feel pretty good. Well, good. Well, thank you for being here and taking the time. It's always interesting to see how creators think about what they're doing, and it's very interesting that Tara-Louise as well. It's now you're studying in also the composition, and it's since you are playing as well at this level, it helps to understand every part of the the music and how it goes, and it's yeah, I'm just looking forward to this concert because it will be a fun one and really lots of different music as well to share with the audience, which is just it's a perfect package. So and we also have Élisabeth St-Gelais singing 4 songs from Highway Postmistress arrangement with the string orchestra accompaniment, and so we'll have the 3 of you on that stage for that concert. Donc, le 5 octobre à 15 heures à la Place des Arts de Maison Symphonique avec l'orchestre classique et nos 2 invités, Tara-Louise Montour, Cris Derksen et Élisabeth St-Gelais. Merci beaucoup. Thank you very much, Cris, and see you very soon. Indeed. Thank you. Looking forward to it. Yeah. Bye.